Hello les meufs, aujourd'hui je reçois Coralie qui est la fondatrice d'Ideal Skill. Hello Astrid. Bonjour Coralie, merci d'être là, d'être venue du sud pour venir nous voir dans Business de Meufs. C'est un vrai plaisir. J'ai quitté mon soleil quand même. Hein. Oui, pour venir dans le brouillard et la pollution. C'est ça. Heureusement qu'il y a des soleils comme toi pour illuminer la journée parce que ici clairement c'est pas ouf. Le métro, les transports, la provinciale qui arrive. Quoi. Oui, c'est ça. C'est jamais le truc qu'on apprécie le plus. Merci beaucoup de Coralie d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous te présenter dans un premier temps et nous présenter ton activité dans un deuxième temps? Alors, donc moi, je suis Coralie, j'ai 39 ans, je vais sur mes 40, grande étape cette année. En 2026 25. Ah, d'accord. Là, en tout cas, à l'heure actuelle où nous enregistrons, après, je ne sais pas où vous en serez quand vous écouterez, mais ouais, voilà. Je suis mariée, j'ai une petite fille qui a 6 ans, que je surkiffe, et je me suis lancée à mon compte il y a 5 ans. D'accord. Alors moi j'étais dans l'administratif, donc j'étais office manager et ma dernière expérience en fait c'était au moment de ma grossesse et ça s'est super mal passé. Alors je vais pas du tout rentrer dans le débat, mais j'ai vécu un harcèlement en fait suite à l'annonce de ma grossesse qui était très difficile. Je me suis arrêtée, les premiers mois de vie de ma fille ont été compliqués pour moi parce que il y avait tout le stress, en fait, derrière les lettres en AR, les choses injustifiées, des reproches, enfin, tout et n'importe quoi. Donc, très difficile cette période, forcément qui a enclenché un postpartum et tout, donc voilà. Et à un moment, donc au bout de quelques mois, je me suis dit, bon, clairement, je veux pas retourner dans cette boîte, ça c'était évident. En plus, j'ai des valeurs tellement fortes et tellement ancrées sur... le respect, la bienveillance, enfin voilà, il y a vraiment des choses, côté un peu féministe aussi. Et ce qui était très dur d'ailleurs, c'est que c'était une manager femme, mère de famille en plus, comme quoi les idées préconçues. Voilà. Mais au bout de quelques mois, je me suis dit ok, maintenant il va falloir se mettre un coup de pied aux fesses et puis faire preuve de résilience et trouver ce qu'on va faire. Donc, à cette époque, on est en 2019 et je me dis, je veux me mettre à mon compte. J'en ai marre de travailler pour quelqu'un. Faut que je trouve une idée, faut que je trouve comment travailler à mon compte. Et puis, finalement, en discutant un petit peu, on me dit, mais pourquoi pas l'administratif, en fait? Pourquoi pas office manager freelance, assistante freelance ou quoi, peu importe, puisque là, c'était vraiment mon métier de base. Et donc, je me dis, ok, j'y vais. Bon, il n'y a pas grand monde qui me suit. En plus, il faut vraiment resituer. J'habite à côté de Cannes, donc en province. Donc tout ce qui est un peu méthode de travail un peu émergente et tout, qui sont peut-être plus développées dans la capitale, clairement, jamais personne n'avait entendu parler d'une assistante freelance. Même office manager, en fait, c'était un mot qui n'existait pas. Voilà, donc tout le monde me dit, bon, ok, qu'est-ce qu'elle va nous faire encore celle-là ? Je me lance, je trouve des clients. Alors, j'avais beaucoup bossé dans le milieu de la formation. Et là, en l'occurrence, par opportunité, en fait, je commence à travailler avec des organismes de formation. Et on est quasiment au démarrage du lancement de la fameuse certification Calliope. Qu'on adore. Exactement. Elle est entrée en vigueur en 2018, donc c'est suite à la loi de 2018, et elle est entrée en vigueur en 21. Mais donc, je travaille avec ces organismes sur le côté plutôt opérationnel. On met en place, les premières fois que je lis le référentiel, je me dis, mais c'est quoi ce truc en fait? Ça ne veut rien dire, ça n'a ni queue ni tête. Enfin voilà. Et puis, je commence à travailler là-dessus, ça me plaît, je rencontre des gens qui sont spécialisés dans le référentiel, des auditeurs indépendants qui font aussi du conseil, qui me forment, qui me sous-traitent leurs dossiers. Et puis de là, je commence à me dire vraiment l'opérationnel, c'est pas mon truc. Faut que j'aille plus sur du conseil. Donc je commence à faire un peu de conseil. Donc là, il se passe en gros 3 ans. D'accord. Derrière, je commence à me former en tant que formatrice parce qu'à force de travailler avec des personnes qui sont dans la transmission, qui sont dans l'écoute, et je me dis ok, j'ai envie d'aller sur ce sujet, mais il y a quand même cette appétence et cet alignement que je retrouve avec le côté réglementaire, carré, beaucoup la réglementation pro et tout, Calliope aussi, que je comprends, que je maîtrise. Et puis je me dis, c'est une révélation parce que les gens en face de moi se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc En plus en 2018-19, Calliope, c'était pas aussi... Tout le monde savait que ça allait arriver, mais personne ne savait quoi faire, quand, comment. C'était pas aussi structuré que maintenant. Hein. Exactement. De voir l'illumination en face de moi. Ah ouais, c'est bon, j'ai compris quoi le référentiel. Ça n'avait pas de prix. Donc voilà. T'as réussi.
à faire comprendre aux gens le référentiel. Oui, en tout cas, j'essaye de le vulgariser. En fait, oui, c'est ça. Parce que en fait, t'as des termes qui sont hyper complexes. Tu te dis, mais ça veut dire quoi? Comment? C'est pas parlant, en fait. C'est pas, tu mets ça sur ton site et puis voilà. Exactement. Le critère numéro 1. Non, c'est un truc très compliqué. Limite, tu vas chercher un dico pour savoir ce que tu mets dedans. Bah, effectivement, de toute façon, comme tous les référentiels ou les décrets ou quoi, les textes de loi, c'est toujours mais des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Alors, désolé pour les juristes qui nous écoutent, mais l'idée c'était de dédramatiser aussi en fait le travail. Alors après, avec du recul et avec l'expérience que j'ai acquérie, je me suis rendu compte aussi, j'ai vraiment eu la sensation. Enfin, ça m'a donné une vision systémique en fait du référentiel. C'est quelque chose que je transmets souvent et je vais pas rentrer dans les détails parce qu'après on va perdre tout le monde. Oui. En tout cas, il y avait tout ce côté-là. Donc, je me forme comme formatrice, je commence à animer des formations de formateurs, principalement avec l'organisme qui m'a formée aussi, qui me recrute. Donc, sur plutôt la partie réglementation, un peu pouvoir créer des programmes, extraire des programmes, et puis toute la partie qualité qui va être sur le suivi des stagiaires, l'amélioration continue, ce genre de choses qui ont quand même en fait un lien avec Calliope en soi. Et puis voilà, et je travaille comme ça. Et l'année dernière, 2024, je me dis, ok, je vais aller encore plus loin. Moi, j'ai envie d'être auditrice. Alors, ça se passe pas tout à fait comme ça. C'est plutôt une de mes clientes qui est devenue une amie qui me dit un jour, mais je te vois bien auditrice. Et je lui ai répondu, donc on est janvier 2024. Je lui ai dit oui quand je serai grande. Et elle me dit, mais tu me dis n'importe quoi. Je dis, non, mais attends, bon, bref. Ok, de fil en aiguille, elle me présente des gens, machin. Je commence à postuler avec certains organismes certificateurs. Et puis, bon, bah là, ça matche pas. Ok, ça matche pas. C'est ok. Il y en a un, j'ai des entrées, en fait, par des auditeurs que je connais ou quoi, qui essayent de me faire passer. Ça marche pas. Bon, je me dis, c'est pas grave, je suis pas du genre à rester sur une porte fermée. Mais il y a un organisme certificateur que j'aime beaucoup. Je trouve je suis très alignée avec leur façon d'auditer, leurs valeurs, qui mettent vraiment en avant et tout. Enfin, voilà. Et je postule avec eux. Ça marche pas non plus. Ils ont pas de dispo. Mais je lâche pas l'affaire. Et puis, cet été, j'assiste à un webinaire avec le cofondateur, en fait, de cet organisme. Je l'entends dire ah bah nous en ce moment on est à flux tendu, on a besoin d'auditeurs sur Cannes. Je me dis non, là ça peut pas être un hasard. Je lui envoie un message sur LinkedIn, je me dis allez au culot, et il me répond ok Coralie, postulez, allez-y. Voilà, une semaine après on me rappelle et puis là je passe tous les entretiens et donc je rejoins cet organisme et depuis il aurait jamais dû parler allez bim. Ah non mais ça c'est clair. Non là vraiment bon après voilà, ils avaient besoin mais là quand même t'étais pas démonté, tu t'es pas dit bon ben peut-être qu'ils m'ont refusé une fois. Non, t'as dit je veux, j'y vais, tu vois. Je crois que c'est important. Je pense que ça, je l'ai appris par expérience parce que bien sûr, je pense qu'on vit tous, on se prend tous des claques, on vit tous des échecs. Et alors surtout, je pense que quand on est indépendant, surtout quand on est à son compte, les échecs, il faut en faire une force. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est Thomas Edison qui disait avant de réussir, j'ai raté 1000 fois. Enfin, je sais plus si c'est le chiffre exact, mais c'est vrai, c'est important. Et je pense qu'à chaque échec ou à chaque refus, on peut apprendre des choses. Et ça, c'est important pour moi de le développer dans ma vie. Je pense que, alors je parle dans le milieu pro, mais je pense que ça peut s'appliquer tout le temps en fait. On apprend constamment. Si on reste bloqué sur un échec, sur un rejet. Sur un refus, bah ouais, j'en parlais il y a pas si longtemps que ça avec des entrepreneurs et elle me disait, en fait, des claques, c'est tous les jours en fait. Mais carrément. Au début, on te dit pas que tu vas te prendre des claques. Hein. Enfin, on dit ouais, c'est bien, tu vas faire 1 milliard en 3 mois, tu vas développer ton chiffre d'affaires, mais on te dit pas que tu vas te ramasser 1 milliard de fois avant de te dire que ouais, tu vas réussir quoi. Mais c'est ça. Donc du coup, t'as été carrément, c'était hyper cool ce que t'as fait de dire bon, il a dit non, mais je m'en fiche, j'y vais quand même. T'as dit que t'étais en flux tendu, mon gars, t'es. Ah bah là, bon, il s'est passé 6 mois. Je me dis ok, il y a 6 mois. Alors j'ai eu le mail de la RH qu'on a sûrement tous dû recevoir un jour dans notre vie. Nous n'avons pas besoin pour le moment, mais nous gardons votre candidature. CV, exactement. Dans notre base de données que nous n'irons jamais. Exactement. Donc ça, je pense qu'on l'a tous reçu, qu'on soit salarié ou indépendant, peu importe. Donc ça, c'est 6 mois avant. Je me dis, de toute façon, là, il est en train de dire qu'il a besoin. Après,
Il s'est passé aussi 6 mois dans ma vie, 6 mois où j'ai encore pris un gap parce que on apprend toujours, on évolue toujours. Et donc, c'était peut-être juste pas le bon moment il y a 1 an, et puis c'était le bon moment il y a 6 mois. Et de là, donc ça marche. Et donc maintenant, je vais auditer, donc j'accompagne, je fais de la formation et j'audite. D'accord. Et je m'éclate. Oui, ça se voit. C'est bien parce que tu t'es pas laissé abattre par ce refus ou c'était pas le bon timing finalement. C'était même pas un refus, c'était juste que c'était pas le bon moment. Et puis ils ont vu que t'avais vraiment envie. Donc ça change tout. Et ce qui est bien dans ton parcours, quand tu me dis que tu arrives à transmettre aux gens et à leur expliquer, vulgariser le référentiel Calliope, je pense aussi que c'est une force que t'aies pas été dans la formation dès le départ, parce que en fait t'es un peu formaté quand t'es dans le domaine de la formation avec avec tout ce qui existe. Donc c'est vrai de te dire que t'as eu ce parcours-là et t'arrives à apporter une pédagogie un peu différente et de pas dire le référentiel c'est ça, il faut apprendre ça comme ça, tu vois, apporter un peu ta touche perso et ta vision. Je trouve que ça a pas biaisé en fait ta manière de voir et de présenter les choses. Donc je pense que ça a une grosse force. J'espère. Bah oui, mais si t'arrives à me dire que t'arrives à faire comprendre un référentiel Calliope, c'est que c'est. Il y a un truc qui est important, tu vois, pour moi quand je fais de l'accompagnement, parce que maintenant c'est plus. Je peux pas dire que c'est mon activité principale maintenant, parce que là ça commence vraiment à se diversifier. Mais en tout cas, quand je fais de l'accompagnement, ce qui est important pour moi, le plus important en fait, c'est que effectivement la personne en face ait une compréhension, mais surtout, et j'ai une cliente un jour qui m'a dit ça en fin d'accompagnement, elle m'a dit Coralie, t'es une génératrice de sérénité. Mais j'ai adoré. Je crois que je l'ai récupéré à un moment donné sur mes réseaux ou quoi, parce que vraiment, en fait, c'est de me dire, on le voit beaucoup dans le marketing. Alors, moi, je suis une vraie quiche en marketing, clairement. On dirait pas. Hein. Bah, si. Mais si, vraiment. Mais alors, ce que j'ai quand même entendu, parce qu'à force qu'on me dise des trucs, j'essaye d'imprimer. Dans le marketing, quand tu veux vendre quelque chose, il faut donner une émotion. Ok. Il y a beaucoup de gens qui vendent avec la peur. Moi, clairement, je refuse de vendre avec la peur, c'est hors de question. Et donc, quand j'ai identifié ça, je me suis dit, ok, très important, je vais essayer de m'aligner le plus possible avec ma personnalité et les gens. Je veux qu'en fait, les gens aient envie de travailler avec moi, en fait, parce que c'est mon identité. Voilà. Et surtout, si je dois générer une émotion, c'est la sérénité, quoi. C'est surtout pas la peur. D'accord. Dans Calliope, on le voit beaucoup, dans tout ce qui est réglementaire et tout, on le voit beaucoup parce que, alors, je vais même pas rentrer dans les Calliope en 15 jours, je fais pour vous, gna gna gna, et puis je vois passer de ces pubs. Encore maintenant, hein, attention, on veut passer vite avant qu'il y ait la nouvelle réforme, machin. Je l'ai vu encore V9. hier. Elle est déjà en vigueur. Donc la V8, la V9, c'est bon. La V9, elle est rentrée en vigueur avril 24, donc tu vois, même pas ça. Mais la V10, on va y arriver à un moment donné, c'est sûr. Mais encore hier, sur Facebook, je vois passer une pub nouvelle réforme 2025, passez vite Calliope et tout. Il a des infos qu'on n'a pas, mais clairement, parce que je crois qu'il doit être près il doit être au ministère. Exactement. Voilà. En tout cas, je ne veux pas travailler comme ça. Et clairement, jouer sur la peur, ça n'amène rien. En tout cas, moi, je crois qu'après, c'est léser les gens, en fait. C'est pas le but. Le but, c'est aussi de rendre les personnes autonomes, en fait, sur leur dossier. Donc c'est vraiment d'apporter ce côté sérénité. Ça a l'air complexe comme ça au premier abord, mais grâce à toi, c'est beaucoup plus simple. C'est ça. Alors j'espère. C'est un peu prétentieux. En tout cas, c'est mon but. Voilà, là c'est ma mission. Après, tu sais, cette façon de faire, ça attire aussi des personnalités et je me rends compte que je travaille avec des personnes avec qui aussi, pareil, je suis alignée. Et quand on parle, faut attirer son client de cœur ou quoi, mais j'ai l'impression que je ne travaille qu'avec des clients de cœur. Alors, c'est pas possible. Bah oui, mais t'as une chance. J'espère. Alors, ça n'a pas toujours été. Au tout début, quand j'ai démarré, les 2 premières années, j'ai accepté tout et n'importe quoi comme mission. Ça me plaisait pas du tout. Ça allait pas du tout dans le sens où je voulais aller. Mais maintenant, alors, je pense qu'en plus, avec l'expérience, avec le recul, et puis forcément quand on a la possibilité aussi, parce que ça marche plutôt bien, donc effectivement je peux me permettre, quand je sens en fait que je vais pas être alignée, ou quand je sens que même la mission qu'on me propose c'est pas ok, disons que, et ça vraiment ça n'engage que moi, il y a aucun jugement envers personne, mais moi je suis pas à la recherche
que de faire de l'argent, même si évidemment que c'est important de gagner sa vie et tout. Mais ce que je veux, c'est vraiment ressentir, être aligné en fait avec mon pourquoi, ressentir vraiment une connexion. Alors pas forcément, je suis pas connectée avec tous mes clients, c'est pas le sujet, mais vraiment me sentir que ce soit fluide, simple, que t'es pas, tu te sens quand tu as quelque chose à dire, que tu te sens à l'aise de le dire, de pas avoir à tout le temps prendre des pincettes, de pas avoir d'ego mal placé, d'avoir des gens qui t'écoutent, qui te font confiance. Au début, enfin, on n'a pas forcément ces red flags en fait. Au fur et à mesure, on arrive à voir plus ou moins ceux avec qui ça va pas matcher en fait. C'est un peu comme les relations amoureuses. Exactement. Au bout d'un moment, tu te rends compte de ce qui est beau. Tu le vois, le mec toxique arriver là, tu le vois. Non, des fois, t'y vas quand même, mais après, tu te dis, non, mais par contre, je le savais. Bon, bah, là, oui, pareil. Tu le savais. Voilà. Et puis, faut surtout écouter son intuition. C'est un truc de dingue. C'est le truc, enfin, un peu fiable sur lequel on peut se dire, bah, j'ai une intuition, j'ai une bonne intuition, j'ai une mauvaise intuition, ou là, bon, bah, quand il y a un truc, c'est qu'il y a un truc, il y a une expression qui dit ça. Mais je te rejoins sur plein de choses. Tu sais, après, le problème aussi, c'est que si tu arrives sur l'intuition, on nous a souvent coupé... C'est la société qui fait ça. On a un formatage où, enfin, en plus, moi, je l'ai vraiment eu sur le côté énergétique ou spirituel. Alors, attention, pas le spirituel, mais c'est vraiment au sens large. C'est plutôt, voilà, juste écouter ce qui peut ne pas être palpable et s'écouter soi. Bah, souvent, alors, je sais pas si c'est lié au fait qu'on soit des femmes, je sais pas. Vraiment, faudrait que je pose plus de questions aux mecs pour voir s'ils ont le même ressenti. Ouais. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté, formatage sociétal sur, faut pas écouter son intuition, faut y aller, machin. Et en fait, si, je te rejoins complètement. Oui. Parce que notre corps, notre âme, notre personnalité, il y a tout en fait qui s'imbrique quand on... Encore une fois, quand on est aligné, quand on veut aller à un endroit, je pense qu'il y a tout qui s'imbrique en fait pour nous amener sur la bonne direction. Après, bien sûr qu'on a notre libre arbitre et qu'on peut choisir d'y aller ou non. Et quand on n'y va pas, ça nous apprend, encore une fois, ça nous donne de l'expérience. Quand ça se passe pas bien, ça nous donne de l'expérience. Mais cette intuition, elle est essentielle, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Mais oui, c'est comme un radar, un guide. Et c'est pas que les personnes, ça peut être même des missions. Des fois, tu peux avoir des personnes avec qui tu as l'habitude de travailler et tu sais que tu es aligné avec ces personnes. Mais là, il y a une nouvelle mission, un truc qui tombe et tout. Moi, ça m'est arrivé de me dire, le truc, je le sens pas, quoi. Ça va être relou, ça va me faire chier pendant des mois. Mais t'es sûr que 9 fois sur 10, si tu le fais, il va y avoir que des merdes pendant toute la mission. Ouais. Voilà. Donc, des fois, il faut savoir s'écouter. Et en fait, quand t'étais office manager, t'étais très opérationnelle. Après, t'es passée de formatrice à consultante. Comment ça s'est passé un peu ce changement de posture? Tu passes d'opérationnel à quelqu'un à qui on indique, on donne des indications, et là maintenant c'est toi qui les donnes. Donc est-ce que t'as pas senti comment t'as vécu un petit peu ça? C'est hyper riche ta question. Ça a été très difficile parce qu'en plus j'ai vraiment identifié que quand t'es dans l'opérationnel et quand t'es dans des métiers comme ça d'admin, il y a un côté encore une fois un formatage. Parce que moi, j'avais vraiment fait mes études, en fait, parce que j'ai fait un BTS assistant de direction et une licence gestion des ressources humaines. Donc, on est vraiment, en fait, tu vois, dans l'opérationnel. Exactement. Et t'as un côté... Alors, je l'ai identifié comme ça, je vais le verbaliser comme ça, mais un côté, on te met au service de quelqu'un. Et donc, pendant toutes tes études, t'es cadré, tu vois, t'es vraiment à la dispo de quelqu'un. Et en plus, je me suis rendu compte que dans ma personnalité, parce que... c'était très difficile pour moi de savoir poser aussi mes limites, de savoir dire non. Je suis quelqu'un qui aime accompagner, aime aider les gens. La balance qui aime pas le conflit aussi. Tu vois, il y a un peu tout ça dans ma personnalité, donc forcément qui impacte aussi mon identité professionnelle. Donc il y a tout ça. J'ai beaucoup de mal au début. Donc au début, j'ai plutôt transité sur le conseil et j'ai beaucoup de mal. Et dans mon réseau, en fait, j'ai des personnes avec qui je bossais dans mon ancienne boîte et tout, qui coachent et qui accompagnent en fait là-dessus sur la posture. Donc là, clairement, j'ai dit, OK, là, on y va, j'ai besoin d'accompagnement, j'ai besoin de retravailler, mais c'était vraiment le mot, ma posture.
de me détacher de l'opérationnel, savoir aussi poser, alors ça a été dans un second temps, mais savoir aussi poser mes limites, savoir dire non, et retravailler aussi mes tarifs, retravailler parce qu'il y avait tout ce côté-là sur ton positionnement, ta légitimité. Est-ce que je peux demander ça? C'est hors sol, quoi. Enfin. Après, bien sûr, tu fais une recherche, tu vois, tu fais ton business plan et tout, tu regardes ce qui se fait sur le marché. Mais je crois que déjà, rien que de sortir sur les tarifs, je travaillais beaucoup à l'heure ou à la journée, puisque forcément dans l'opérationnel, et déjà de sortir de ça et de pouvoir tabler plutôt sur des forfaits, parce que il y a mon travail temps, mais il y a toute l'expertise que j'amène et les informations et qui vont te faire gagner du temps. Enfin, c'est exactement comme l'analogie qu'on entend très souvent sur le serrurier. Enfin, si tu prends un serrurier qui démarre et qui met 4 heures à t'ouvrir ta porte, et un qui arrive et qui te l'ouvre en 5 minutes, tu vas le payer 3 fois plus cher alors qu'il en a eu pour 5 minutes. Bah oui. Mais en attendant, toi, tu n'as pas attendu pendant 4 heures devant ta porte. Oui. Il y a cette notion-là. Et ton temps aussi est important. Moi, je travaille avec beaucoup de chefs d'entreprise. Le temps d'un chef d'entreprise, il est important. Donc, je refuse de faire, quand je fais de l'accompagnement Calliope, par exemple, maintenant, je ne travaille plus sur les dossiers. Mais par contre, je fais de l'accompagnement en disant, bah voilà, on travaille comme ça veut dire ça, faut aller là-dessus, faut réfléchir là-dessus, faut optimiser vos process ou qualité. Un peu exactement. Ce qui se passe dans l'organisme et exactement. après, tu fais des recours. Et ça fait gagner du temps à tout le monde parce que finalement, la personne qui serait toute seule face à son référentiel, peut-être qu'elle va y passer 100 heures quand une fois que j'aurai donné les clés, la personne derrière va le faire en 2 heures, 3 heures, j'en sais rien, tu vois. Mais et ça, c'est valable de toute façon pour tous les secteurs d'activité. Ouais. Mais bien sûr, on a tous, je dis souvent, c'est en formation, mais j'y crois profondément, on a tous nos zones de génie et nos zones de vigilance. Oui. Mais et c'est OK. Et on n'a pas tous les mêmes, heureusement, ce qui fait qu'on est tous différents. Donc, faut se focaliser sur ces zones de génie et puis s'entourer des bons. Et puis c'est tout, quoi. Quand on sait pas, on sait pas. Voilà, encore une fois, marketing, ou communication, je m'entoure de bonnes personnes parce que, voilà. Et tu t'es fait accompagner par un coach pour développer la posture professionnelle? Ouais, tout à fait. D'accord. Donc, c'est un coach généraliste ou un coach business? Alors, c'est plutôt business. Okay. Sur cette partie-là, cet accompagnement, on n'est pas allé travailler beaucoup sur les croyances limitantes, les choses comme ça. C'est les choses, pour le coup, que j'ai travaillé après. Oui. Donc là, cette partie-là, cet accompagnement, ça a été pour moi vraiment très, très riche. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai pris de la distance aussi. J'ai pris aussi en assurance. Et après, c'est avec d'autres personnes que j'ai travaillé des choses qui étaient bloquées parce que je crois qu'on ne pouvait déjà pas le faire. Mais maintenant, clairement, on ne peut plus séparer notre vie perso et pro, dans le sens, alors quand je dis vie perso, c'est plutôt sa propre personnalité et tout ce qui fait que les croyances, les blocages, tout ce qu'on peut entendre sur les plafonds de verre, ce genre de choses, quand on le travaille pas. Et pour moi, franchement, se faire coacher, quand on est dans du business, mais c'est essentiel en fait. On ne peut pas y déroger. Se faire coacher, se former. Quand on est dans un business, quel que soit le business, c'est obligatoire. Parce que sinon, il y a un moment donné où ça va stagner. Même si on performe et tout, hein, on va stagner parce qu'il y a forcément plein de choses qui sont liées à ses croyances, sa personnalité, sa famille, son schéma familial, ses blessures et tout. Voilà, il y a plein de choses importantes là-dessus. Donc, c'est vrai que dans ma profession, j'ai la chance quand même de travailler avec beaucoup de formateurs et beaucoup de coachs parce que il y a souvent les deux. Donc il y en a plein qui déjà m'ont donné des tuyaux, tu vois, m'ont donné des tips. On a fait des échanges de bons procédés, voilà. Et j'ai appris en fait même sans ça en fait, c'est que j'ai appris à leur contact. Pareil, tu vois, je me suis formée en communication non violente. C'est mon futur projet de me certifier DISC, mais je m'intéresse pas mal aux différents tests de personnalité, tu vois, DISC, Ennéagramme, MBTI et tout. Enfin, il y a plein de choses, mais tout ça en fait, c'est vraiment pour le ramener sur de la communication, sur de l'écoute. Et encore une fois, qui te permettent aussi de travailler sur toi. Oui, voilà. D'accord. Est-ce que tu as réussi à un peu dissocier parce que tu disais que maintenant que la vie pro et la vie perso, ça a un peu dissocié. Je sais que des fois, on a beaucoup de mal à se dire que un client, il est pas mécontent de toi, mais il est mécontent
pas de ton travail, mais voilà, c'est juste qu'il est pas, enfin, je sais pas, c'est comme quand t'as acheté une baguette, la baguette a été moins grillée que d'habitude. C'est pas pour autant que t'en veux au boulanger. Ouais. Mais toi, t'as l'impression que t'as donné du poisson à la Mais c'est ça. personne. C'est grave. Enfin, est-ce que t'as réussi à dissocier ton business de toi, ou maintenant tu te dis, bah ok, ça peut arriver qu'un client soit pas satisfait, mais c'est pas pour autant que ça remet en cause ma personne. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Que ton business est ton business. Je vois exactement ce que tu veux dire. Alors, ça y est, j'y arrive, à peu près. Ouais. C'était le sujet le plus compliqué pour moi. C'est la légitimité. Ouais. Parce qu'en plus, tu vois, sur ce parcours-là, je me fais un peu toute seule, je suis autodidacte, j'ai pas fait, je me suis arrêtée juste à un bac+3 et tout. Donc, il y a quand même cette notion-là, le côté syndrome de l'imposteur, mais puissance 1000. Donc, travailler là-dessus, c'est toujours très compliqué. Et effectivement, le jugement de valeur de le client qui va pas être content d'une presta ou le client qui va pas signer avec toi. Tu vois, le prospect... Ouais, tu te dis, ouais, il m'aime pas. Mais c'est ça, voilà. Ah ben, c'est exactement ça. En fait, c'est de ramener une émotion et en plus, c'est fort parce que finalement, il a pas à t'aimer ou pas. Bah oui, tu vois. C'est juste qu'il y a pas de feeling. Voilà. Mais... Et encore une fois, ça rejoint aussi sur le côté on peut pas plaire à tout le monde, on n'a pas la proposition qui est alignée à tout le monde. Mais vraiment, ça a été difficile de me détacher de ça. Oui. Ça va mieux maintenant. Et surtout, je me suis appliqué quelque chose... c'est ma cousine qui est psychologue qui m'a dit ça un jour, et puis je sais pas, ça a une résonance ce jour-là, mais qui m'a dit tu n'es pas responsable des émotions des autres. Et ça, c'est hyper riche, parce que quand tu arrives à penser à avoir ça, et même dans le milieu pro en fait, juste dire ok, cette personne, moi, ce prospect, je sais pas, il y a peut-être un blocage financier, il y a peut-être, mais qui est peut-être caché par autre chose, il y a peut-être un problème perso, un problème pro, machin. On n'a jamais tous les tenants, les aboutissants, on n'a que notre interprétation de la situation. Oui. Et donc, cette personne, elle signe pas avec toi. En général, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de rester quand même dans la communication. Si la personne, elle est OK pour me donner, en fait, son feedback et, alors ça va peut-être pas être trop sur un prospect, mais sur un client qui pourrait ne pas être content. OK, est-ce qu'on peut échanger? Mais c'est ça. Alors ça, c'est pareil. Je pense que c'est aussi à force de travailler sur le coaching, la communication non violente et tout, mais juste dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Alors c'est pas mieux, voilà. Tu fais attention aux mots que tu utilises. J'essaye, voilà, pour pas générer sur la personne que je vais avoir en face le côté ah oui, donc elle est en train de me dire qu'elle aurait pu mieux faire. Non, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment et qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que de votre côté il y a eu un blocage, il y a eu quelque chose qui a Et en fait, quand tu as cette ouverture et que tu arrives à communiquer avec la personne, je dis pas que c'est possible avec tout le monde, hein, parce que parfois, puis bon, il peut y avoir aussi juste conflit de personnalité et tout. Moi, franchement, ça m'est pas arrivé, mais parce qu'encore une fois, je crois que je sélectionne aussi en tout cas. Oui, et puis t'as un premier filtre. Oui, voilà, exactement. Au téléphone, ok, tu sais, ou en face à face, tu sais déjà que ça va pas le faire, donc tu t'attardes pas sur le sujet. C'est ça, voilà. Mais en tout cas, c'est important. Et c'est important surtout de se dire, tous les feedbacks sont essentiels. Et peut-être que c'est pas confortable. Peut-être que ça pique, ça gratouille un peu quand je l'entends. Mais ok, comment je vais m'améliorer? Ouais, t'as réussi quand même à faire ce travail pour te détacher, pas 100%, mais au grand maximum, quoi. J'essaye. Ouais, je sais pas si dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de ça. Est-ce que vous avez réussi à vous détacher ou pas du tout? Ok, mais très riche ce que tu dis là. Oui, tu m'as expliqué comment tu as réussi à changer de posture, à travailler ta posture, quel a été ton déclic, comment tu as réussi à penser autrement. Tu m'as expliqué comment tu as trouvé tes premiers clients, comment tu as réussi à te positionner sur le marché. Enfin, je trouve que ça se complète vachement, en fait, tout ce que tu fais. Enfin, entre Calliope, la formation, enfin, ça reste toujours dans le même giron et ça a du sens, en fait, tout ce que tu fais. Ouais, ça reste cohérent. Ça reste cohérent. J'essaye sur cette partie parce que, bon, tu sais, moi, je suis multipotentielle, donc à tout moment, j'aime bien dire mon CV, c'est un arbre de Noël, quoi, parce que y a tout et n'importe quoi. Donc, je recentre. Là, ouais, effectivement, sur cette partie-là, je sais
pas si dans 5 ans on se reparle, Astrid, si j'en serais là encore. Hein, je serais ravie de savoir ce que tu vas rajouter sur ton arbre de Noël. Voilà. Il y a cette volonté quand même de rester dans la cohérence. Après, honnêtement, je sens chez moi une volonté profonde d'aider, d'accompagner sur d'autres sujets, peut-être sur plus du perso. Mais pour le moment, j'en suis pas là. Et j'ai l'impression que tu vas par étapes. Genre, tu fais quelque chose, tu te sens confiante dedans, tu dis ok, acquis, c'est bon, je me sens confiante dans ça, je peux aller explorer après. Et j'ai l'impression que tu te disciplines beaucoup sur ça. Complètement. J'ai l'impression que c'est un cheminement perso aussi, que tu fais ok, ça c'est acquis, je le maîtrise, c'est bon, je peux aller explorer ailleurs. Tu vois. C'est ça. Je garde ma zone de confort. Ouais, c'est ça. C'est compliqué, je crois, pour tout le monde, mais effectivement, ça me permet de te cadrer, je pense. Avant de prendre un risque, d'avoir un cadrage, un minimum de sécurité. Je pense aussi que depuis que je suis maman, j'ai une réflexion, plus, encore une fois, tournée sur la sécurité, parce que c'était pas forcément une valeur qui est ancrée ou importante chez moi. Malgré tout, je le prends en considération. Donc, effectivement, ça me permet passer des étapes, ça me sécurise. Oui. Je pense que ça m'aide aussi tu vois, en montant les marches, ça m'aide aussi sur ma légitimité. Ok, ça, je le maîtrise. Maintenant que je le maîtrise, je peux aller plus loin. Mais tant que je maîtrise pas la première marche, je peux pas aller sur la 5e, quoi. Enfin, tu vois, il faut que je les monte toutes. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Il y en a, ils sautent, hein. Allez, bim. Mais je les admire. Je sais pas comment vous faites. Mais non. Tu disais, quand j'ai lu un peu ce que tu m'as écrit pour préparer l'interview et tout ça, tu me disais que ça n'a pas été facile d'assumer un peu ta personnalité, de la faire... parce qu'en fait, quand on bosse pour quelqu'un, on est obligé on peut pas vraiment s'exposer, on peut pas vraiment montrer sa personnalité, on peut pas, j'ai l'impression qu'on est un peu, il faut, mais pas trop. Comment t'arrives à assumer ça, à dire, ok, je suis comme ça, ou tu le fais pas? Alors, si je le fais quand même mieux, je le fais parce que j'ai identifié à un moment donné, alors pareil, sur le parcours pro, le parcours indep, tu vois, sur 5 ans, j'ai identifié, mais je pense que c'est au moment de la transition et au moment du changement où je me dis, je veux plus être dans l'opérationnel. Clairement, ça me saoule, ça me fait chier, j'en ai marre, je veux aller plus loin. Puis je m'imaginais en fait tellement loin. Et malgré tout, il y avait les blocages qui viennent de l'enfance, famille, milieu, entourage, peu importe et tout. Genre, non, mais t'es pas assez doué pour ci, t'es pas assez doué pour ça, ceci, cela. Bon, il y a plein de choses qui sont ancrées, que tu peux entendre, mais des fois, c'est une personne de passage qui va te le dire et tu sais pas pourquoi. En fait, ça reste ancré chez toi. Oui. Quand on te dit que t'es belle, tu l'oublies 5 minutes après. Par contre, on te dit que t'es moche toute ta vie, tu te rappelles, tu vois. Laisse tomber. On te dit 10 fois, cette robe te va trop bien. Il y a une personne qui va dire, putain, cette robe, elle te met pas en valeur. Je la brûle, la robe. Ok. Ouais, parfait. C'est ça. Exactement. C'est exactement. Donc, il faut savoir se détacher de ça. J'ai quand même beaucoup travaillé après sur un côté perso pour me réaligner, pour vraiment me sentir, en confiance avec moi-même, en fait, et pour me détacher beaucoup du regard et du jugement des autres. Ça, c'est très difficile, j'ai encore du mal. D'accord. Mais Tes proches ou des... Peu importe, de tout. Parce que effectivement, c'était quelque chose qui revenait beaucoup, en fait, chez moi. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, de toute façon, il va falloir y aller. On y va. Bon, ça, c'est un peu mon caractère. C'est OK. De toute façon, il va falloir sauter à un moment donné. Donc, tu peux calculer 10 fois, OK, comment je vais atterrir, comment je vais m'éclater, machin. Mais à un moment donné, il faut y aller. Donc, t'as pas le choix, t'y vas. Bon. Et en fait, c'était un peu ça. C'est que je me suis dit, OK, je veux plus travailler avec des gens toxiques. Je veux surtout plus travailler avec la masculinité toxique. Surtout pas, parce que là, j'en ai ras-le-bol. Je dis pas que tous les mecs sont comme ça, hein. Absolument pas. Mais par contre, pareil, dans l'administratif, ce serait intéressant de voir s'il y a des témoignages, des commentaires aussi de personnes qui ont vécu la même chose, mais t'as le côté l'assistante. Oui, on jette le truc sur la table et puis on va faire le café, machin. Non, mais bon, voilà. Donc moi, je voulais me sortir de tout ça. Je veux plus travailler avec des gens, pareil, des gens qui croient pas en moi. Je pense qu'on est tous égaux, qu'on peut tous apprendre de tout le monde, en fait. L'intelligence collective, elle est énorme. Et quel que soit son secteur d'activité, quel que soit son niveau d'études, quelle que soit son expérience, quel que soit son âge, on peut toujours amener des choses parce qu'on a forcément tous un vécu différent. Et donc, voilà, je voulais plus travailler avec sans sens, en fait. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Et donc, de là, je me suis dit, bon, à un moment donné, pour travailler vraiment avec des personnes vraies
Et pour mettre du sens, il faut que je baisse mes barrières. Faut que j'enlève un peu mon masque et que j'accepte de me montrer vulnérable. C'est très compliqué. S'il y a des gens, mes proches qui vont écouter, ils vont être morts de rire. Ouais, la maniaque du contrôle, elle est gentille, mais bon, on la connaît. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Donc pareil, j'essaie de lâcher le contrôle, en tout cas sur certains points. Mais j'y travaille sur le reste. Et de là, je me mets un peu plus en avant. En tout cas, j'affirme mes valeurs, parce que ça, je pense que c'est important. Ça va en même temps sur ma mise en avant sur les réseaux sociaux, qui est hyper compliquée pour moi. On dirait pas. Alors pareil, en fait, je me rends compte, bien entendu, à un moment donné, parce que au début, c'était que par du bouche à oreille. En fait, j'étais recommandée, mais pour le coup, c'est pas assez. À un moment, ça stagne. Et donc je commence un petit peu la communication principalement sur Insta parce que je suis plus à l'aise et puis je me rends compte que ma cible est plutôt sur Insta plus que sur LinkedIn. Je suis pas hyper à l'aise sur LinkedIn. Et cet été, je me suis dit ok, je me fais accompagner. Donc je travaille avec une nana qui est géniale, qui m'a vraiment mis en place une stratégie et tout, et qui m'a dit par contre, en fait, je te le dis, faut que tu montes ta tête. D'accord. Pas trop envie de la montrer ma tête. Donc au début, elle me dit ça va, mais un petit filtre, on s'en fout, machin. Et maintenant, en fait, je m'en fiche. Mais au début, je commence comme ça. On y va par étapes. En tout cas. On met en place, pareil, déjà rien que d'avoir un calendrier éditorial et avec une vraie stratégie. Moi, je vois vraiment le gap sur mon Insta et je passe. Alors, j'ai pas beaucoup de followers pour le moment. Venez tous sur mon Insta, s'il vous plaît. Venez me suivre. Je mettrai le lien. Ouais. Je mettrai le lien. Non, je démarre à ce moment-là. J'ai une centaine d'abonnés, donc c'est rien. Et dans la centaine, à mon avis, il y en a déjà 20 ou 30. C'est mes potes. Bon, moi, ils s'abonnent. C'est déjà ça. Voilà. Et puis, à ce moment-là, après, c'est pareil aussi. Je commence à vraiment travailler, en fait, les sujets sur lesquels j'ai envie de parler, machin. Et je mets aussi ma personnalité. J'accepte de parler de temps en temps de sujets clivants. Au début, je suis vraiment dans le côté politiquement correct, tu vois. Je communique pas. Par exemple, je communiquerai pas sur le Calliope en 15 jours, machin, parce que je me dis, bon, de toute façon, il faut que tout le monde travaille. Non, maintenant, c'est stop, c'est de la merde. On vous ment. Après, si vous en avez besoin, vous avez envie, allez-y. Mais tu donnes ton avis, t'es tranché, et t'es en accord avec ce que tu dis. Eh ben, c'est ça. Ouais. Et en fait, ça m'a libérée. Et pour le coup, les gens qui ont décidé de me suivre, en fait, ils me suivent parce que ils savent. Voilà. Et quand ils viennent me voir ou quand ils m'écrivent pour me dire, parce que en fait, c'est ça maintenant, c'est que ma communauté, donc elle est passée de 200 à 300, c'est pas énorme, sauf qu'en fait, ça a quand même triplé, donc ça trop bien. Mais surtout, en fait, c'est des personnes qui sont alignées avec moi et qui ont envie de travailler avec moi. Et quand ces personnes, elles m'écrivent pour me dire est-ce qu'on peut échanger, j'ai peut-être besoin d'un accompagnement Calliope ou j'ai tel ou tel projet dans la formation. En fait, ces personnes, elles ont déjà envie de travailler avec moi. Parce qu'elles connaissent déjà, elles savent commenter, t'es pas en train de jouer un rôle, t'es dans l'authenticité. J'essaye, en tout cas, clairement. Voilà. Et ça m'est arrivé en rendez-vous de dire, là, clairement, par rapport à ton projet, je pense que là, c'est trop tôt Calliope pour toi, réfléchis, ou alors ça va pas matcher comme ça, parce qu'encore une fois, le but, c'est pas juste de facturer pour facturer. Exactement. Je ne veux pas. En plus, j'aurais l'impression de mentir, en fait, et d'être de voler, d'arnaquer. Exactement. Et c'est pas ce dont j'ai envie. Mais par contre, pareil, c'est que je reste aussi tranchée sur. Alors, j'ai enlevé toute notion de valeur de ma valeur à l'argent, parce qu'en fait, tu sais. Sur les réseaux sociaux, on le voit souvent, ce commentaire sur le billet où on te dit prenez un billet de 20 €, ok, c'est 20 €. Puis froissez ce billet, quelle est sa valeur? Toujours 20 €. Trempez-le dans l'eau, quelle est sa valeur? Toujours 20 €. Froissez-le encore, salissez-le, renversez un café dessus, mais on est toujours sur du 20 €. Tu vois, la valeur n'a pas bougé en fait. D'accord. Il faut, je pense, se détacher du côté argent et valeur. Mon expertise, effectivement, a un coût. Comme tout le monde, tu vois, comme toute l'expertise, comme tout travail, en fait. Mais ma valeur, elle n'a pas de coût. Et moi, de me détacher de ça, ça m'a aidée sur mes tarifs dans le sens où je ne me suis plus jamais dit « Ah, mais je vaux plus ou je vaux moins ».
Je ne veux plus le verbaliser en fait, mais même me le verbaliser comme ça en fait. De dire je. Bah oui, ou c'est surtout cette notion de valeur en fait. Tu vois, l'argent c'est pas de la valeur. L'argent c'est une monnaie, c'est un échange, c'est plein de choses. Mais se détacher du côté ça me définit moi. Oui, c'est ça. Parce que quand il y a des moments où j'avais moins confiance en moi, tu vois, j'avais tendance à faire des tarifs plus bas pour qu'on veuille de moi en fait, oui, c'est ça. Tu vois, pour qu'on m'aime, ça revient tout à l'heure. Exactement. Et puis des fois tu peux sur une proposition en fait qui va être un peu trop haute, tu vas avoir la personne en face, ça bloque parce que ça bloque le budget, pareil. Mais pourquoi ça bloque? Est-ce que c'est ma valeur? Est-ce que je vaux pas ce prix-là? Mais ça n'a rien à voir. Pourquoi en fait. Se bloque, Voilà, c'est défini, et je pense que ça c'est hyper important dans tous les métiers quand on est indépendant, parce que c'est dur de définir ses tarifs, c'est toujours très très dur. Dans la formation, moi j'ai plein de clients qui démarrent et qui me disent mais est-ce que tu as une idée de combien je peux vendre cette formation? Est-ce que non, je sais pas. Enfin, faut regarder le marché, bien sûr, faut être cohérent. Mais après, qu'est-ce que tu vas amener de plus, de moins, de combien de temps ça va te prendre toi? Est-ce que tu as fait du e-learning et t'as tout enregistré et du coup t'as moins d'investissement de temps et peut-être que effectivement tu fais un prix plus bas comparé à celle qui va animer la même formation mais sur une journée en présentiel où elle est là. Enfin, il y a plein de choses, mais je pense qu'il faut vraiment enlever cette notion de valeur. C'est bien de voir comment tu as réussi à changer d'état d'esprit dans sa globalité, à voir comment tu as pu te dire que tu voulais monter ce business, comment tu t'es détaché personnellement, tout le travail émotionnel que tu as pu faire aussi, parce que je pense que l'émotion, c'est vraiment quelque chose qui te guide au quotidien, et me dire, ok, je peux pas être dans ma vie perso comme je suis dans mon business. Donc en fait, qu'est-ce que je mets en place comme levier pour me dire, ok, ça c'est du business, ça n'a rien à voir avec moi, et après... qu'un client soit satisfait ou pas, c'est ok en fait, ça n'a rien à voir avec moi. C'est vraiment ça, et c'est oui bien sûr la sphère émotionnelle elle est très importante chez moi. Moi j'ai un TDA, je suis diagnostiquée, donc ça pareil aussi, il a fallu que j'apprenne à travailler avec mon trouble et mon déficit de l'attention. Il y a une hypersensibilité avec, donc après avec l'âge aussi, l'expérience, la maturité, oui, t'arrives à te détacher un peu. Exactement, mais pas toujours, et alors, être dans l'acceptation aussi, c'est ok. C'est important, je pense. Moi, de temps en temps, je me dis, ok, là, cette situation, elle m'a généré une émotion, je me la prends en pleine tête, ok, maintenant, je prends du recul. Avant, j'allais direct, en fait, j'ai évacué, en fait, comme si, tu sais, tu veux tout de suite sortir cette émotion. Ok, maintenant, je l'accueille, ok, et surtout, je la digère. Et après, tu sais, quand tu prends du recul, là, tu peux te dire, ok, donc là, il n'y a plus l'émotion. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la personne a voulu dire? Qu'est-ce que ça m'est arrivé encore il y a pas longtemps, avec des clientes que j'adore, avec qui je bosse depuis super longtemps et tout. Il y a une situation qui nous tend un peu. On est complètement dans l'émotion pour plein de raisons. On a toutes à ce moment-là, vraiment à cet instant T, on a toutes des choses pro et perso et tout qui rentrent en fait. Exactement à ce moment-là, et qui sont en fait même pas liées à cette situation et à cette mission finalement, à ce projet, mais de facto impacte le projet. Et on a eu ensemble un moment très compliqué, alors pas vraiment conflictuel, mais très compliqué, très déstabilisant et tout, parce qu'en plus depuis des années qu'on bosse ensemble, ça s'est toujours bien passé et tout, puis là il y a vraiment un truc, et on a été trop dans l'émotion quand on s'est fait un feedback. On a pris de la distance, on a pu quand même communiquer vraiment calmement et en confiance et tout, et c'est cool, donc bon, ça c'était bien, mais vraiment on a pris du recul, et après on a posé les choses chacune de notre côté, on s'est revus un bon mois plus tard, et là on s'est dit, bon, voilà mon émotion, voilà ce que moi j'ai vécu. Ressenti. Et surtout, c'est très important, ça, de pas être dans le tu, mais plutôt dans le je. Quand t'as une situation un peu difficile, conflictuelle ou quoi, de pas aller dire tu m'as dit ça, tu as fait ça. Alors ça, on peut le mettre en pratique en perso et en pro, hein, bien sûr. Mais plutôt voilà, moi j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça, parce qu'il y a plus l'accusation en fait. C'est juste on dit dans quel état on s'est retrouvé, ce que ça nous a provoqué, sans pour autant incriminer l'autre. C'est ça. Et la personne, elle va être plus enclin en fait à écouter plutôt que se défendre, parce que si tu la mets en tu, forcément elle va vouloir se défendre. Mais non, j'ai pas fait ça. Mais toi, t'as fait ça. Et on part dans l'escalade en fait. On continue. Donc voilà, ça c'était important, et moi d'avoir appris à prendre du recul sur mon émotion, et encore une fois à me dire aussi que c'est pas une vérité absolue,
Parce que c'est pas parce que moi j'ai ce ressenti, j'ai cette émotion, que j'ai l'impression que la personne en face est fâchée, est déçue, et si ou est ça. Mais encore une fois, c'est la mienne de vérité. Ouais. Est-ce qu'elle ressent vraiment ça? On sait pas. C'est toi qui projette des trucs. Complètement. Ouais. Complètement. Tu projettes tes peurs, tu projettes tes croyances, tu projettes. Mais j'ai l'impression que quand on n'arrive pas soi-même à définir, enfin, des fois c'est très clair. On arrive à très rapidement savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Mais des fois, quand on ne sait pas, ça crée des insécurités et on imagine tout et n'importe quoi. Complètement. Et je trouve que il y a des gens qui ont des émotions, enfin, c'est un peu fermé en fait. C'est pas ce qui se passe. Et je pense que c'est là où c'est déstabilisant. On se dit, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. C'est pas normal, j'arrive pas à voir. Et du coup, ça me frustre. Mais oui. Et du coup, on y commence à imaginer tout et n'importe quoi. Ah bah, c'est ça. Ouais. Ah bah, tu sais, c'est comme quand on te lâche un vu. C'est pareil. On te lâche un vu, t'es là. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mal dit? Pourquoi? Mais nani, nana, machin. Qui que ce soit un client, un mec, une copine, on s'en fout. Enfin, ou une meuf. Enfin, je veux dire, vraiment, on te lâche un vu. Bah, moi, je sais que ça me déclenche direct parce que blessure d'abandon, tu vois. Mais c'est pareil. J'ai travaillé dessus pour me dire, ok, ça va, détendre. Mais non, détends-toi, c'est bon. Puis, voilà, c'est pas forcément, ça se trouve, la personne, en fait, elle a vu ton message, elle va attendre d'avoir le temps de te répondre, elle va, oui, j'ai des copines, elles me disent, oh là là, j'ai oublié de te répondre 2 semaines après. Bah oui, mais exactement. C'est ça. En fait, c'est juste détaché de ton émotion parce que sur le moment, et ta blessure, évidemment, mais parce que sur le moment, tu le vis comme un rejet ou comme un jugement ou quoi que ce soit. Quand c'est un client qui te répond pas, t'as envoyé un devis, allez, t'as relancé, t'as eu un super feeling et tout, tu vois, t'as l'impression qu'à la fin du rendez-vous, il signe. Voilà, t'envoies le devis, t'as pas de nouvelles. Moi, en général, 1 ou 2 semaines après, j'envoie un petit message, voilà, est-ce qu'il y a des questions, machin, T'as pas de réponse derrière, et là, bah, t'as 2 solutions. Soit tu te dis, bon, bah, c'est juste pas le moment. Maintenant, je fais ça, et je me dis, c'est pas grave, c'est pas contre moi. Avant, je me disais, oui, mais pourquoi? Mais déjà, il pourrait prendre la peine au moins de répondre. Et puis, ouais, non, mais c'est ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et ça, moi, ça revenait beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi il veut pas signer avec moi? Mais ça revient avec pourquoi tu m'aimes pas. Ouais, c'est vraiment, ça revient à ça. Non, mais alors que rien à voir, quoi. On travaille pas forcément qu'avec des gens qu'on aime. Bah non, mais dans le monde idéal, oui, ce serait cool. Bon, Coralie, c'était hyper intéressant de discuter avec toi, de comprendre un peu ton fonctionnement, et je pense que pas mal de personnes vont se retrouver dans ton... Venez me parler dans ton témoignage. J'étais ravie de t'avoir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Coralie. N'hésitez pas à laisser des avis, des notes sur cet épisode, de l'écouter sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer et bien d'autres. Pensez aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je mettrai aussi les réseaux sociaux de Coralie, comme ça, pour aller la voir et discuter avec elle. Elle a envie de parler avec vous. Allez-y. Carrément. Et puis, grande nouveauté, cette saison, j'ai ouvert une hotline. Non, c'est pas une hotline. Désolée. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? J'ai ouvert un répondeur. Donc, si vous voulez laisser un message sur WhatsApp au 07 56 96 90 91 pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, pour poser une question ou même poser une question à Coralie, allez-y, faites-vous plaisir, c'est ouvert. Et aussi, n'oubliez pas, pour finir, de laisser un avis, un commentaire, de nous mettre 5 étoiles, c'est mieux, pour que je puisse perpétuer ce podcast. Voilà, merci beaucoup, à bientôt les meufs, et merci à toi, Coralie. Merci à toi, Astrid.